Il veut pas sortir, mais quel autiste celui-là. Elle explose de colère, non mais elle est pas un peu bipo, espèce hystérique borderline. Il est pas pareil entre potes et au boulot, lui. Non mais quel schizo, lui alors. T'as tes règles ou quoi? Bonjour, je suis Maya et vous le savez, dans ce podcast, on essaye de décoder les choses de l'autisme pour les non-autistes et réciproquement. Aujourd'hui, un thème un peu ludique, mais j'espère instructif aussi. Alors, les insultes. On va commencer par la définition des insultes. Actes ou paroles qui visent à outrager ou constituent un outrage. Un affront, une injure, atteinte, offense. Donc si vous ressentez le besoin irrépressible d'insulter, voici quelques recommandations. J'en ai 4. La première, c'est faites-le en face. On perd tout panache quand on le fait dans le dos de quelqu'un, quitte à insulter, autant assumer et en assumer les conséquences. La seconde, soyez inventifs. Les termes psy sont déjà pris et signifient des choses très précises. On vous a déjà traité de mycose quand vous êtes collant? Ou de glande sudoripare quand vous êtes dégoulinant de mièvrerie? Non, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas l'idée de dire à quelqu'un d'arrêter de faire son cancéreux ou de sale gangrène ou d'espèce de diabétique. Ça serait insultant et irrespectueux pour les malades. Eh bien, spoiler ou pas, parce que vous le savez déjà, c'est pareil avec les troubles de santé mentale. Donc évitons les termes autiste, bipo, schizo, borderline. D'abord, c'est pas adapté, et ensuite, ça touche une réalité médicale, une condition ou un trouble réel, diagnostiqué, une condition avec laquelle la personne atteinte vit et ses proches aussi. La troisième recommandation, ça serait que si vraiment vous traitez votre camarade, votre collègue ou votre voisin d'autiste, bipo et compagnie, acceptez qu'en retour, ils vous disent que vous avez un cancer de la tête. Ça placera les choses sur un certain terrain d'équilibre. Et enfin, la dernière, si vous avez besoin de quelques bonnes insultes, eh bien, nous allons passer aux suggestions. Oui, je reconnais que dire une forme de saperlipopette ou tu n'es qu'un mécréant, ça peut manquer de puissance et de panache dans certains contextes. Alors, si vous voulez taper fort, le classique con, connard, conne, connasse, je me demande comment cet épisode va rester référencé. Bon, on verra bien. Donc ces mots que je viens de dire restent des uppercuts de base de l'insulte, on est d'accord. Pour moi, j'aurais envie de vous dire d'éviter de mettre gros, sale, vieux, petit devant l'insulte. À la place, un bon « mais quel con » fait tout autant effet et reste assez neutre, n'affecte pas les petits, les grands, les gros, les vieux, ceux qui n'ont pas accès à une salle de bain comme ils voudraient, etc. L'intérêt du « quel con » permettant de mettre deux mots, réflexe classique de l'insulte, deux mots percutent mieux qu'un. Pour l'uppercut, il paraît que c'est pareil, j'ai pas testé. Maintenant, essayons une semi-originalité. Semi parce que c'est le registre du cabinet Nadoc, donc c'est quand même assez bien connu. Donc dans ce répertoire, on a le grand classique Bachibouzouk. Mais j'en ai repéré quelques-uns, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce que si vous cherchez sur Internet, il y en a vraiment plein et c'est croustillant. Voilà, juste quelques-uns. Écornifleur, écraseur, ectoplasme, lui il est un peu plus connu, ectoplasme à roulette. Dynamiteur, enfonceur de porte ouverte, espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de mille sabords. Celui-là, faut s'entraîner pour le dire d'une traite. Extrait d'hydrocarbures. Extrait de cornichon. Faucheton à la sauce tartare. Grotesque polichinelle. Invertébré. Logarithme. Morue dans un carton à chapeau. Simili martien à la graisse de cabestan. Passons au registre du Moyen-Âge. Il y a aussi quelques perles. J'ai repéré baveux, truandaille, morfondu, ribaude. Maintenant, une
Peut-être une nouveauté pour vous, les insultes en catalan. Alors traduites ou non, le principe en catalan, d'après ce que m'ont expliqué mes enfants, j'ai moins pratiqué qu'eux, c'est d'associer deux mots qui n'ont rien à voir. Et ça fait une insulte. C'est assez intéressant, je trouve, pour les étrangers ou pour les cancres, parce qu'on peut trouver donc facilement des insultes en associant deux mots. Par exemple, merde sur pattes, qui se dit en catalan merda in potas. Pica parede, rideau d'intérieur, chaise à fromage, pot avec des couettes. Voilà. Bon. Pour finir, est-ce qu'on tomberait tous régulièrement dans ce biais qui est un des biais qui est l'erreur fondamentale d'attribution? C'est-à-dire que quand j'insulte ce professionnel de santé qui ne nous a pas écoutés, est-ce que j'ai conscience des 14 situations douloureuses qu'il a gérées juste avant dans la matinée, bien moins que ce qui est attendu par le système pourtant, et que lui-même aurait voulu pouvoir prendre encore plus de temps pour chaque patient, pour chaque famille? Quand je traite de patate l'enseignant de mon enfant qui décidément ne comprend rien aux aménagements nécessaires, est-ce que je prends en compte qu'elle a la moitié de sa classe avec des difficultés et des troubles variés, qu'elle n'a pas de formation là-dessus, qu'elle se forme sur son temps libre et qu'on lui impose l'inclusion sans toujours lui en donner les moyens structurels. Et quand je juge cette mère qui tous les jours crie et craque, est-ce que je lui ai demandé de quoi elle avait besoin pour la soutenir? Est-ce que je vais me sentir bien conne quand j'apprendrai qu'elle a eu la force de quitter un mari violent, qui était cadre supérieur, très apprécié de sa famille, et que tout le monde, lorsqu'elle a fait ce pas, lui a tourné le dos, que le directeur de l'école de ses enfants est un ami de son mari, et qu'on lui a collé une IP, une information préoccupante, pour maltraitance, alors qu'elle gère complètement seule ses enfants autistes. Et quand je m'énerve devant ce conducteur, ou derrière plutôt, qui ralentit dans les ronds-points, est-ce que je me rends compte, est-ce que je m'interroge, pourquoi est-ce que papy, qui conduit mamie à sa séance de chimio, parce que le transport leur a été refusé, est-ce que je me demande comment ce papy y fait pour tout gérer? Et quant à la caisse, je m'énerve parce que la femme devant moi est un peu bizarre, froide, j'ai essayé d'être sympa, de lui sourire, elle m'a pas répondu, elle est complètement malhabile et maladroite, et à gauche aussi avec ses courses, elle est lente. Est-ce que je réagirais pareil si je savais qu'elle est autiste, avec un trouble général anxieux, que sortir faire ses courses, ça lui demande 3 jours pour se préparer et 5 jours pour s'en remettre? Et quand ce collègue m'agace et que je le traite de con devant les autres parce qu'il ne sait pas parler que boulot, il est complètement coincé ce mec. Quand on fait nos blagues salaces, lui, il reste à part, il se ferme. Qu'est-ce que je connais des combats de sa vie, de son parcours, de ce qu'il porte? Au volant, derrière notre écran, en raccrochant d'un coup de fil, à la sortie de l'école, dans la rue, dans la salle d'attente, dans le bus, à la caisse, en classe, au boulot. En fait, et si le connard, c'était nous? On peut tous, et spoiler, on est tous des cons à un moment donné. Alors, je propose 2 choses pour gérer ça. La première, c'est de se demander si c'est ponctuel, qu'on soit des cons, ou si c'est un mode de vivre. Ponctuel, c'est normal, c'est humain, on ne peut pas réagir de façon lisse, adaptée, juste et bienveillante en toute situation. On a tout à fait le droit de s'énerver, de craquer, de poser des limites, d'exploser. Parfois même, c'est nécessaire. Et là, je vous renvoie à la première partie de la chronique, l'art de l'insulte. Prenez 2 mots ou 2 syllabes pour renforcer l'effet thérapeutique sur vous, l'effet thérapeutique de décharge. Donc, espèce de con, quel connard, andouille de baveux, merde sur pattes, pour les exemples, etc. Et laissons les diagnostics médicaux, les termes espèce d'autiste, de bipo, de schizo et compagnie aux médecins. Laissons les qualificatifs sur la personne en dehors de nos insultes. Si par contre c'est notre mode de vie de jouer, de se comporter comme un con, j'ai envie de dire dommage. Donc on est tous cons à un moment donné. Alors regardons si c'est ponctuel ou si c'est général. La deuxième recommandation que j'ai envie de faire, c'est l'art de l'excuse. Alors, c'est très concret, c'est super innovant et ça demande beaucoup de théorisation, des heures et des heures d'exercice pratique. C'est vraiment un truc très compliqué à maîtriser. Si, je vous assure, parce que si c'était si simple, ça serait utilisé plus fréquemment, l'art de l'excuse, non? Alors, je précise, parce que je sais qu'il y a une partie
d'entre nous et d'entre vous qui sont plutôt second degré et qui ont du mal avec l'ironie, cette phrase était ironique. Voilà. L'excuse, c'est quelque chose d'universel qu'on est censé avoir appris et qui est très très simple à pratiquer. Voilà. Ça, c'était pour la team premier degré. Alors, l'art de l'excuse consiste, et là je suis très sérieuse, à dire à l'autre quand il nous signale qu'il a été heurté par notre comportement ou par nos paroles. Il peut d'ailleurs nous le signaler par la voix, par ses mots, par écrit. Ça peut être aussi une réaction physique, une crispation, ou alors on perçoit qu'il est triste, il se fâche, il craque. Donc l'art de l'excuse consiste à réaliser qu'on est allé trop loin, ou qu'on a été maladroit, ou simplement qu'on a blessé l'autre sans le vouloir la plupart du temps, et à lui dire « je suis désolé ». On peut aussi dire « je m'excuse » ou plutôt « je te demande de m'excuser si tu veux bien ». Le « excuse-moi » ou « pardonne-moi », pour moi c'est un petit peu limite parce que ça peut être perçu comme un ordre « excuse-moi »,« pardonne-moi ». Donc plutôt demander « veux-tu m'excuser » me semble plus délicat. Attention, tout ça c'est d'une puissance de dingue. Et c'est apte à stopper tout conflit, toute guerre, ego, escalade de la violence, toute crispation, à une condition, peut-être même deux. Enfin, c'est une qu'on pourrait développer. Est-ce que vous saurez me dire en message ou en commentaire ou sur le Discord lié au podcast? Si vous n'y êtes pas encore et que vous voulez nous rejoindre, faites-moi signe, je vous envoie le lien. Donc, est-ce que vous saurez me dire à quelles conditions l'art de l'excuse est une arme absolument redoutable qui stoppe l'escalade de la violence? Quelle est la condition indispensable pour que l'excuse soit cet outil incroyablement puissant pour désamorcer la majorité des conflits quand on s'est comporté, encore une fois, la plupart du temps sans le vouloir, parfois sur un coup de colère, parfois parce que, oui, on voulait blesser l'autre ou faire mal, quand on s'est comporté comme un con. Et si vous voulez aller plus loin à ce sujet, je vous mets en lien dans la description un reportage qui s'appelle « Dans la tête des cons ». Vous l'avez reconnu, ou pas d'ailleurs, c'était le jingle de la fin. J'ajoute, pour terminer, que vous êtes peut-être un peu surpris par le contenu de cet épisode juste avant Noël. Eh bien en fait, comme je suis taquine, j'ai pensé que ça peut servir dans une période souvent compliquée pour les personnes autistes, les personnes TDAH, anxieuses ou simplement qui n'aiment pas leur famille ou qui n'aiment pas trop les grands rassemblements de famille. Et puis, en ce qui me concerne, décembre, c'est un mois généralement très très chargé. Cette année, c'est encore pire que les autres, donc j'ai fait plus court. Et pour les vœux, ça sera dans un petit bonus samedi prochain où je vous parlerai des coulisses graphiques du podcast. Et promis, en janvier, on continue la série sur le couple. À propos de cette série, on m'a demandé de définir le sentiment amoureux et comment savoir si on aime quelqu'un. Et bien d'abord, merci pour la confiance et merci pour la question, mais ensuite, je dois quand même vous dire que je me sens bien petite pour répondre à cette question. Je vais creuser parce que ça m'intéresse. Je suis curieuse aussi. Je vais creuser sous différentes approches, mais j'aimerais beaucoup faire un épisode avec des témoignages. Alors voilà, c'est parti. Je vous mets des devoirs de vacances à vous qui écoutez ce podcast. Si vous vous posez pendant les fêtes, eh bien s'il vous plaît, écrivez-moi quelques lignes en me disant comment c'est pour vous d'être amoureux. Et avec vos mots et comme vous voulez l'exprimer. Et pour ceux qui font la distinction entre être amoureux et aimer, n'hésitez pas à écrire sur les deux notions. Ça serait super d'avoir une compilation de vos façons de voir et de vivre les choses. J'adorerais vous lire et être votre voix pour assembler ces mots.